La maison était plongée dans l'obscurité lorsque Eric Mackenzie s'engaga dans l'allée. Rentré 3 jours plus tôt que prévu, le déploiement avait été écourté après une résolution diplomatique que personne n'avait vu venir. Et il avait pris le premier transport au départ de Kaboul. 16 heures de vol, 2 heures supplémentaires de formalité à Fort Bragg, puis 9 heures de route pour rentrer dans la Pennsylvanie rurale. Il était épuisé jusqu'à la moelle. Mais l'idée de voir le visage de sa fille Emma l'avait gardé éveillé tout du long. 6 mois, c'était la durée de son absence cette fois-ci. Emma avait maintenant 7 ans. Il avait raté son anniversaire de 2 semaines. La culpabilité l'avait rongé pendant chaque patrouille, chaque mission. Mais c'était son dernier déploiement. Il avait déjà déposé sa demande de démobilisation. Après 12 ans chez les Rangers, Eric rentrait définitivement à la maison. Il coupa le moteur et resta assis un moment, savourant le calme. Pas de mortier, pas de tir, juste des grillons et le bruit lointain du vent dans les pins. La maison était exactement comme il l'avait laissée. Les volets bleus que Brenda avait tant voulu, les jardinières probablement mortes en cette fin d'automne. La balançoire accrochée aux chênes dans le jardin devant la maison, Eric attrapa son sac de marin et se dirigea discrètement vers la porte d'entrée. Il voulait leur faire la surprise. Brenda dormait sans doute, mais peut-être qu'Emma avait fait un cauchemar et était réveillée. Elle avait l'habitude de se glisser dans son lit quand elle avait peur. Cette pensée le fit sourire. La porte n'était pas verrouillée, c'était la première chose qui lui parut anormale. Il avait dit à Brenda 100 fois de la fermer, surtout quand il était déployé. Eric la poussa lentement. Son entraînement prenant le dessus, la maison était trop silencieuse. Pas le silence paisible du sommeil, autre chose. Il traversa le salon, de la vaisselle dans l'évier, du courrier éparpillé sur le comptoir, le sac à main de Brenda sur la table. Il monta l'escalier, chaque pas prudent et mesuré. La porte de leur chambre était ouverte. Brenda était là, étalée sur le lit dans les vêtements qu'elle avait portés ce jour-là, un bras pendant au bord du matelas, une bouteille de vin vide sur la table de chevet. La mâchoire d'Eric se crispa. Il se dirigea vers la chambre d'Emma. Il poussa la porte décorée d'autocollants de princesse qu'elle avait choisie avant son départ. Vide et... Le lit était fait. Son lapin en peluche, M. Hoppers, celui avec lequel elle dormait depuis ses 2 ans, avait disparu. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Eric revint dans la chambre, en 3 enjambées. Il secoua l'épaule de Brenda plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Elle se réveilla en sursaut, les yeux flous. « Eric, quoi ? Tu n'es pas censé être... Où est Emma ?» Brenda cligna des yeux, essayant de comprendre. « Quelle heure est-il ? Où était notre fille ?» Sa voix était neutre, contrôlée, la voix qu'il utilisait quand les choses tournaient mal en mission et que la panique pouvait tuer. « Elle est chez ma mère. Je te l'ai dit dans l'email. »« Quel email ? Je n'ai rien reçu. Pourquoi est-elle chez ta mère à 3 heures du matin ? Il est 3 heures. » Brenda s'assit, passant les mains dans ses cheveux. « Elle y est depuis mardi. Maman la garde pendant que j'avais des choses à régler. Du boulot. » Eric fixa sa femme. En 12 ans de mariage, il avait appris à lire les gens. C'était une compétence de survie. Et là, tous ses instincts hurlaient que quelque chose clochait. Brenda évitait son regard. Ses mains tremblaient, et pas seulement parce qu'elle venait d'être réveillée. « Je vais la chercher. »« Eric, c'est le milieu de la nuit. » Mais il descendait déjà l'escalier, sortait de la maison, montait dans son camion. La mère de Brenda habitait à 40 minutes de là, plus profondément dans les montagnes. Myrtle Savage ne l'avait jamais aimée. Le sentiment était réciproque. C'était une femme dure, froide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les hivers de Pennsylvanie. Elle gérait une sorte de centre de retraite sur sa propriété, du conseil religieux, comme elle l'appelait. Eric appelait ça une arnaque. Les routes étaient désertes. Il poussa le camion plus fort qu'il n'aurait dû, prenant les virages en montagne à vive allure. Ses mains étaient stables sur le volant, mais son esprit bouillonnait. Mardi. Emma était là depuis mardi. Depuis des jours. Pourquoi Brenda n'en avait-elle pas parlé lors de leur dernier appel vidéo ? Pourquoi avait-elle envoyé leur fille chez sa mère ? La propriété de Myrtle était en retrait de la route, une longue allée de gravier menant à une grande ferme. Les lumières étaient allumées. C'était la deuxième chose anormale. Personne n'était debout à cette heure. Eric se gara et sortit. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Myrtle Savage se tenait dans l'encadrement, éclairée à contre-jour par les lumières vives à l'intérieur. C'était une femme grande, maigre comme un clou, avec des cheveux gris tirés en un chignon sévère. Elle portait une longue chemise de nuit et une expression qui aurait pu passer pour de l'inquiétude sur n'importe qui d'autre. Sur elle, ça ressemblait à un calcul. « Eric, Brenda a appelé. Elle a dit que tu arrivais. Où est Emma ?»
Elle dort? Tu ne devrais pas. Il la bouscula pour entrer. La maison sentait l'eau de javel et autre chose. Quelque chose d'organique et de mauvais en dessous. Emma, tu vas réveiller les autres enfants? La voix de Myrtle était tranchante. Eric s'arrêta. Quels autres enfants? Je dirige un programme ici, des enfants en difficulté. Leurs parents me les envoient pour de la discipline et un guidance spirituelle. Ils savaient pour le programme, mais n'y avaient jamais prêté beaucoup d'attention. À présent, en regardant le visage de Myrtle, quelque chose de froid s'installa dans son estomac. Où est Emma? Elle est dans le jardin derrière pour un temps de réflexion. Eric se dirigea avant qu'elle ne finisse sa phrase. À travers la cuisine, par la porte de derrière, le jardin s'étendait dans l'obscurité, bordé par des bois. Il distinguait des formes au clair de lune, des structures qui ressemblaient à de petites cabanes ou des dépendances. Emma, sa voix résonna contre les arbres, un petit bruit, des pleurs. Il courut vers lui, sortant son téléphone pour la lampe torche. Le faisceau accrocha quelque chose qui le fit s'arrêter net, un trou dans le sol, environ 2 mètres de profondeur, 90 centimètres de largeur, et dedans, tremblante dans son pyjama, se tenait Emma. « Papa !» Sa voix était si faible. Eric fut dans le trou en quelques secondes, la soulevant. Elle était glacée. Son pyjama trempé de boue et de rosée. Elle enroula ses bras autour de son cou et ne lâcha pas. « Je te tiens, ma chérie. Je te tiens !» Il enleva sa veste et l'enroula autour d'elle. Elle tremblait violemment. « Depuis combien de temps es-tu dehors ?»« Je ne sais pas. Mamie a dit... Elle a dit que les mauvaises filles dorment dans des tombes. Que je dois apprendre, que je dois... » Elle sanglotait maintenant, les mots à peine cohérents. Une rage blanche et brûlante envahit Eric. Mais il la refoula. Emma avait besoin qu'il reste calme. Il devait la réchauffer et la mettre en sécurité. Ensuite, il s'occuperait de Myrtle. « Papa, ne regarde pas dans l'autre trou. » Le murmure d'Emma traversa ses pensées. « S'il te plaît, ne regarde pas. » Il se tourna et le faisceau de sa lampe balaya le jardin. Là-bas, à 6 mètres, un autre trou. Celui-ci couvert de planches. « Emma, j'ai besoin que tu fermes les yeux. »« D'accord. Peux-tu faire ça pour moi ?» Elle hocha la tête contre sa poitrine, fermant les yeux bien fort. Eric la porta vers la maison, mais s'arrêta près du 2e trou. Il devait savoir, comprendre à quoi il avait affaire, d'une main, tout en tenant Emma de l'autre. Il écarta les planches. L'odeur le frappa d'abord. Décomposition, terré et quelque chose de chimique. Il dirigea la lumière vers le bas, des os, de petits os, un crâne incontestablement humain et incontestablement celui d'un enfant, des lambeaux de tissu et autre chose. Une plaque métallique, comme une médaille militaire avec un nom gravé dessus, Sarah Chun. L'entraînement d'Eric prit le relais, surpassant l'horreur. C'était une scène de crime. Plusieurs crimes. Il prit 3 photos avec son téléphone, s'assurant de capturer la plaque clairement. Puis, il remit les planches en place et porta Emma vers la maison. Myrtle attendait dans la cuisine avec une tasse de thé, comme si c'était une visite normale. Elle est dramatique. Ça n'a duré qu'1 heure, le froid leur apprend. « Assieds-toi !» La voix d'Eric pouvait trancher du verre. « Ne bouge pas, ne parle pas, n'y pense même pas. À fuir, parce que je te traquerai. » Il porta Emma au camion, le démarra et mit le chauffage à fond. Elle tremblait encore. « Ma chérie, écoute-moi. Tu es en sécurité maintenant? Je t'emmène quelque part au chaud? D'accord. Peux-tu me dire qui est Sarah Chun ?» Les yeux d'Emma s'agrandirent. « Tu as regardé... Je t'avais dit de ne pas regarder. Je sais. Mapuche, je suis désolé, mais j'ai besoin de savoir. Qui est-elle? Elle était ici l'année dernière. Elle était méchante aussi. Mamie a dit qu'elle s'était enfuie. Mais... » Emma recommença à pleurer. « Je l'ai entendue crier une nuit et ensuite elle avait disparu. Et mamie a dit que si j'étais méchante, je finirais comme les filles qui s'enfuient. » Eric sortit son téléphone et appela la seule personne en qui il avait confiance. Donald Gillespie décrocha à la 3e sonnerie. « Gillespie, Dawn, c'est Eric Mackenzie. J'ai besoin que tu viennes à 46182 Mountain Laurel Road tout de suite. Amène des renforts, beaucoup de renforts, et appelle la police d'État. Eric, je te croyais en déploiement. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de trouver un enfant mort dans un trou sur la propriété de ma belle-mère. Il y en a peut-être d'autres ? Silence à l'autre bout. Puis, j'arrive dans 10 minutes, reste en ligne. » Eric regarda la maison. Myrtle était à la fenêtre, observant. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle avait l'air en colère. Ça lui en disait long. Elle pensait pouvoir s'en tirer. Qu'elle l'avait déjà fait. « Dawn, écoute bien. La propriétaire est un Myrtle Savage.
Elle dirige une sorte de programme de discipline religieuse pour enfants. Ma fille était dans un trou dans son jardin derrière. Elle dit qu'elle y était depuis 1 heure, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il y a un autre trou avec des restes. La victime pourrait être une Sarah Chun. Bon Dieu, il y a peut-être d'autres enfants sur la propriété en ce moment. Myrtle a parlé d'autres enfants. On doit les sortir. J'appelle les services de protection de l'enfance et le FBI. Eric, tu dois sortir ta fille de là? Déjà fait. Je suis dans mon camion avec elle. Mais Don, je ne pars pas tant que je ne sais pas que tous les enfants ici sont en sécurité. Ne retourne pas dans cette maison. C'est un ordre. Mais Eric était déjà en mouvement. Il se tourna vers Emma. Ma chérie, j'ai besoin que tu verrouilles les portes et que tu restes dans le camion. Garde le chauffage allumé. Je vais chercher les autres enfants. D'accord. Je reviens tout de suite. Papa? Non, je promets que je serai prudent. Mais ces enfants ont besoin d'aide comme toi. Il l'embrassa sur le front. Verrouille les portes. Si quelqu'un d'autre qu'un policier ou moi s'approche du camion, tu klaxonnes. Compris? Elle hocha la tête. Terrifiée mais confiante, Eric revint vers la maison. L'entraînement était pleinement activé maintenant. Il n'était plus un père. Il était un soldat nettoyant un bâtiment hostile. Myrtle était toujours dans la cuisine. Elle se leva quand il entra. Tu n'avais pas le droit de... Où sont les enfants? Ils dorment. Tu réagis de manière excessive. Ce trou est une technique thérapeutique. Ça leur apprend l'humilité. Et Eric traversa la distance entre eux en 2 pas. Il ne la toucha pas, mais elle recula quand même. Je vais te le demander une dernière fois. Où sont les enfants? À l'étage. Mais ils vont bien? Ils sont ici parce que leurs parents ne peuvent pas les contrôler. Je les aide. Il était déjà en train de monter. Dans l'escalier, le long d'un couloir, la première porte était verrouillée de l'extérieur. Il l'enfonça d'un coup de pied. 3 enfants, tous de moins de 10 ans, dormant sur de minces matelas à même le sol. Pas de couverture, pas de chauffage. La fenêtre était barrée de l'extérieur. Réveillez-vous. La voix d'Eric était douce mais ferme. Je m'appelle Eric. Je suis un soldat et je suis là pour vous aider. La police arrive. Vous allez vous en sortir. Ils le regardèrent avec des yeux vides, du genre qu'ils n'avaient vu qu'en zone de guerre. Un petit garçon prit la parole. Vous nous ramenez à la maison? Oui, tout de suite. Venez. Il les guida en bas. Myrtle essaya de bloquer la porte. Tu ne peux pas faire ça. Leurs parents ont signé des contrats. Leurs parents ont signé des contrats avec quelqu'un qui enterrait des enfants dans son jardin. Écarte-toi. Elle ne bougea pas. Eric la souleva physiquement et la posa de côté. Elle ne pesait rien. Il fit sortir les 3 enfants juste au moment où des phares apparurent au bout de l'allée, 4 voitures de police. Gyrophares allumés, Donald Gillespie sortit le premier. Un grand homme dans la cinquantaine avec un visage buriné et des yeux bienveillants. Il jeta un œil aux enfants et attrapa sa radio scie. « On a besoin d'ambulance ?» Plusieurs mineurs, abus et négligence possible. Les 2 heures suivantes furent chaotiques. D'autres policiers arrivèrent, des agents du FBI, les services de protection de l'enfance. Ils trouvèrent 6 autres enfants dans une pièce verrouillée au sous-sol. Tous étaient malnutris, couverts de bleu, terrifiés. Tous avaient des histoires sur les trous dans le jardin, sur les punitions, sur les enfants qui s'étaient enfuis. Ils trouvèrent 3 autres tombes. Eric était assis dans son camion avec Emma enveloppée dans une couverture, regardant les enquêteurs envahir la propriété. Myrtle avait été arrêtée, insistant toujours qu'elle aidait des enfants en difficulté, que les parents avaient signé des contrats, que tout ce qu'elle faisait était une discipline légale. Donald vint le voir à l'aube. « Ils vont avoir besoin de déclarations de toi et d'Emma. Pas aujourd'hui. Elle doit voir des médecins d'abord, mais bientôt. Et pour les autres tombes, l'une a déjà été identifiée, Sarah Chun, disparue de Pittsburgh l'année dernière, 9 ans. Les parents pensaient qu'elle était en colonie de vacances. Le visage de Donald était sombre. On travaille sur les 2 autres. Eric, comment as-tu su venir ici ce soir? Je ne le savais pas. Je suis rentré tôt du déploiement. Brenda a dit qu'Emma était ici. J'ai juste su que quelque chose n'allait pas. Brenda, l'expression de Donald changea. On doit lui parler aussi. Est-ce qu'elle savait ce qui se passait ici? Eric regarda son ami. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Emma remua contre sa poitrine. Papa, on peut rentrer à la maison maintenant? Pas cette maison. Ma chérie, on va à l'hôtel? D'accord. Un endroit sûr et chaud avec service en chambre et des films. Et tu resteras avec moi? Je ne te quitterai plus jamais? Je te le promets. Tandis qu'Eric s'éloignait en voiture, le soleil se levait sur les montagnes. Dans son rétroviseur, il voyait encore les gyrophares clignoter. Les équipes de recherche fouillaient la propriété.
Il pensa aux parents de ses enfants recevant en ce moment des appels qui les détruiraient. Il pensa aux parents de Sarah Chun obtenant enfin des réponses après un an d'incertitude. Et il pensa à Brenda, endormie dans leur lit, qui avait envoyé leur fille dans cette maison, qui savait que Myrtle gérait un programme de discipline pour enfants en difficulté, mais qui avait envoyé Emma quand même. Emma n'était pas une enfant en difficulté, c'était une petite fille douce, intelligente, heureuse. Alors pourquoi Brenda l'avait-elle envoyée chez Myrtle ? Les mains d'Eric se crispèrent sur le volant, il avait été entraîné à combattre des ennemis à l'étranger, mais maintenant, il réalisait que le vrai ennemi avait été ici tout du long, caché en pleine vue, et il allait s'assurer que chaque personne responsable paie pour ce qu'elle avait fait. En commençant par sa femme, la chambre d'hôtel était chaude et lumineuse, rien à voir avec l'obscurité froide de la propriété de Myrtle. Eric avait pris une suite avec 2 lits, et Emma s'était enfin endormie vers midi après qu'un médecin de l'hôpital soit venu l'examiner. Hypothermie légère. Bleus, traumatisme, le médecin avait été doux mais minutieux, documentant tout, prenant des photos des blessures, des preuves. Elle aura besoin de thérapie, avait dit le médecin doucement à la porte. Ce qu'elle a vécu, les enfants ne s'en remettent pas comme ça. Emma dormait maintenant, et Eric était assis près de la fenêtre avec son ordinateur portable, effectuant des recherches qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Myrtle Savage, New Beginning Spiritual Retreat Center. Comment n'avait-il jamais enquêté là-dessus ? Parce que tu faisais confiance à Brenda ? Répondit une voix dans sa tête. Parce qu'elle était ta femme et que tu la croyais quand elle disait que sa mère aidait des enfants en difficulté à trouver Dieu. Les résultats de recherche lui retournèrent l'estomac, le site web avait l'air professionnel, des témoignages de parents reconnaissants, des photos d'enfants souriants, des versets de la Bible sur la discipline et la rédemption. Mais quand Eric fouilla plus profondément dans les forums et les sites d'avis, il trouva d'autres histoires. Un parent avait écrit « Nous avons envoyé notre fille là-bas pour 3 mois. Quand elle est revenue, elle ne parlait plus, elle pleurait et faisait des cauchemars. On a demandé ce qui s'était passé et elle a dit que si elle racontait, il la mettrait dans le sol. On pensait qu'elle était dramatique. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir écoutée. Un autre, mon fils y est resté 1 semaine avant que je l'en sorte. Il avait perdu 5 kilos et avait des marques partout sur le corps. Myrtle Savage a dit que c'était de la discipline spirituelle et que nous interférions avec son salut. J'ai appelé la police, mais ils ont dit que c'était une affaire familiale. Eric continua à creuser. Il trouva un article de presse datant de 3 ans, une enquête du comté. Les services sociaux avaient visité la propriété après une plainte. Ils n'avaient rien trouvé d'anormal. La plainte avait été classée comme venant d'un parent mécontent. Il nota le nom de l'enquêtrice, Christina Slaughter. Puis il la rechercha. Elle avait pris sa retraite l'année précédente, acheté une maison en Floride. Une belle maison, bien trop belle pour la pension d'une travailleuse sociale du comté. Eric s'adossa, les pièces commençaient à s'assembler, et il n'aimait pas l'image qu'elle formait. Myrtle faisait ça depuis des années. Plusieurs enfants avaient été blessés, et au moins 4 étaient de mort. Mais elle avait continué à opérer parce que quelqu'un la protégeait. Son téléphone sonna, le nom de Derek Mullen s'afficha à l'écran. « Frère !» La voix de Derek était stable. « Calme, ils avaient servi ensemble pendant 8 ans. Don m'a appelé, il a dit que tu as trouvé des trucs lourds. » « Ouais. » Eric jeta un œil à Emma. « Elle dort encore. Tu es toujours en Virginie ? Je peux être en Pennsylvanie en 6 heures. Tu as besoin de moi ? J'ai besoin de savoir en qui je peux faire confiance. Don est bien, mais il y a quelque chose de plus gros ici. Derek. » Des gens protégeaient ce qui se passait. Une travailleuse sociale a été payée. Probablement des flics aussi. Qu'est-ce que tu as besoin ? Peux-tu creuser un peu ? Discrètement. Myrtle Savage, Christina Slaughter. Quiconque lié à cette propriété suit l'argent. Eric. Comment va Emma ? Elle est vivante. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Et Brenda ? Eric regarda par la fenêtre. Je m'occupe de ça aujourd'hui. Après avoir raccroché, il resta assis un long moment à réfléchir. Puis, il ouvrit son email et commença à écrire « Sujet d'émission ». Après 12 ans, il en avait fini. Emma avait plus besoin de lui que l'armée. Son téléphone vibra. « Brenda, où es-tu ? La police est venue. Ils ont posé des questions sur maman. Qu'est-ce qui se passe ?» Eric ne répondit pas. Au lieu de ça, il afficha les photos qu'il avait prises de la tombe avec les restes de Sarah Chun. Il les regarda longtemps, mémorisant chaque détail. Puis, il ouvrit un nouveau document et commença à noter tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'Emma lui avait dit, chaque détail dont il se souvenait. Ça allait finir au tribunal. Il devait être prêt vers 15 heures.
Emma se réveilla, elle regarda autour d'elle dans la chambre inconnue, paniquée un instant, puis vit Eric et se détendit. « Salut, ma chérie, comment te sens-tu » Fatiguée. Elle s'assit lentement. « Mamie est en prison. »« Oui, bien. » La voix d'Emma était dure d'une manière qui brisa le cœur d'Eric. 7 ans, et elle savait déjà que certaines personnes étaient mauvaises. « Papa, on retourne chez maman ?» C'était la question, n'est-ce pas ? Eric s'approcha et s'assit au bord de son lit. « J'ai besoin de te demander quelque chose et je veux que tu me dises la vérité. »« D'accord, même si tu penses que ça pourrait me blesser. » Emma hocha la tête. « Est-ce que maman savait ce que mamie faisait avec les trous ?» Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle a dit que j'étais méchante, que je n'écoutais pas, que mamie pouvait m'apprendre à être gentille. Elle m'a conduite là-bas mardi et a dit à mamie que j'avais besoin d'apprendre le respect. Eric sentit quelque chose de froid et définitif s'installer dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu avais fait de si méchant ? Je ne voulais pas manger mes légumes. » Et j'ai répondu quand elle m'a dit de ranger ma chambre. Emma se mit à pleurer. « Je ne voulais pas être méchante. Papa, je voulais juste que tu rentres. » Il la prit dans ses bras, la serrant fort pendant qu'elle pleurait. Au-dessus de sa tête, son visage était de pierre. Brenda avait envoyé leur fille pour qu'elle soit maltraitée, peut-être tuée, parce qu'elle ne voulait pas manger ses légumes. Parce qu'elle avait répondu « des trucs normaux d'enfant, des choses qu'on gère avec des punitions ou en enlevant le dessert. Pas avec une femme qui enterrait des enfants dans son jardin. Tu n'étais pas méchante ? Emma, tu m'entends ? Tu étais une enfant normale. Ce que maman a fait, c'était mal. Ce que mamie a fait, c'était le mal absolu. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Je peux rester avec toi. Tu vas rester avec moi pour toujours. Je te le promets. » On frappa à la porte. Eric vérifia par le Judas. « Donald Gillespie. » Il le fit entrer. « Comment va-t-elle » demanda Donald doucement. « Elle survivra. »« Qu'avez-vous trouvé » Donald sortit un bloc-notes. 4 tombes jusqu'à présent. Sarah Tune. On le savait déjà. La deuxième était Marcus Wright. 10 ans, disparu de Philadelphie il y a 2 ans. Les parents pensaient qu'il était en internat. La troisième est une fille, peut-être 8 ou 9 ans. On travaille sur l'identification. La quatrième, Donald marqua une pause. La quatrième est récente. Très récente, un garçon nommé Tyler Brennan. Il n'était là que depuis 1 semaine. Combien d'enfants, au total, sont passés par cet endroit ? On essaye de le déterminer. Les contrats de Myrtle indiquent qu'elle a eu plus de 100 enfants dans son programme ces 5 dernières années. La plupart sont partis vivants, mais on vérifie chaque nom contre les rapports de disparition. Et Christina Slaughter ? L'expression de Donald s'assombrit. Comment sais-tu pour elle ? Elle a enquêté sur l'endroit il y a 3 ans. N'a rien trouvé. Puis a pris sa retraite et acheté une maison en Floride qu'elle ne devrait pas pouvoir s'offrir. Le FBI s'occupe d'elle maintenant. Eric. Il y a autre chose. On a trouvé des relevés financiers. Myrtle facturait aux parents 50 000 $ pour un programme de 3 mois. La plupart payés en liquide. On parle de millions de dollars sur des années. Où est l'argent ? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ses comptes bancaires montrent des dépôts réguliers, mais rien de cet ordre. Il va quelque part ? Eric réfléchit. Elle avait un associé ou des associés, quelqu'un qui faisait passer ça pour légitime, quelqu'un qui empêchait les autorités de regarder de trop près. C'est ce que pense le FBI aussi. Il passe ses relevés téléphoniques au peigne fin maintenant. Mais Eric, Donald hésita. Ils veulent parler à Brenda ? Ta femme devait savoir quelque chose. Elle savait. La voix d'Eric était neutre. Emma me l'a dit. Brenda l'a conduite là-bas mardi. A dit à Myrtle qu'Emma avait besoin d'apprendre le respect. Donald avait l'air malade. Je suis désolé. Ne le sois pas. Assure-toi juste que tous les impliqués tombent. Peu importe qui ils sont ou leur connexion. Tous. Après le départ de Donald, Eric prit une décision. Il prit son téléphone et appela Melody Andris, la sœur de Brenda. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Eric. Mon Dieu, Brenda a dit que tu étais rentré. Ça va ? Elle a parlé de maman arrêtée. Melody. Écoute-moi attentivement. Ta mère gérait un camp d'abus, elle torturait des enfants, 4 sont morts. Emma était dans un trou dans le jardin quand je l'ai trouvée. Silence. Puis, quoi ? Non, ce n'est pas. Maman aide des enfants en difficulté. Elle est stricte, mais elle ne ferait jamais. J'ai vu les tombes moi-même. Le FBI les déterre en ce moment. Sarah Tune, Marcus Wright, 2 autres, tous des enfants de moins de 12 ans, tous morts à cause de ce que ta mère leur a fait. Eric, ça doit être une erreur. Ce n'en est pas une. Et Mélodie, j'ai besoin de savoir quelque chose. As-tu déjà vu quelque chose ? Quelque chose qui te mettait mal à l'aise ? Quelque chose qui semblait mal ?
Je n'ai pas été à la propriété depuis des années. Maman et moi nous sommes disputés. Elle disait que j'élevais mes enfants trop mollement, qu'ils avaient besoin de discipline. Je lui ai dit de rester loin de nous. La voix de Mélodie tremblait. Brenda lui parlait encore, disait que j'exagérais. Brenda a envoyé Emma là-bas il y a 4 jours. Non, Brenda ne ferait pas ça. Elle aime Emma. Elle l'a envoyée pour être punie parce que Emma ne voulait pas manger ses légumes. Et répondait, un long silence. Quand Mélodie reprit la parole, sa voix était différente, plus dure. Où est Emma maintenant? Avec moi, en sécurité. Garde-la loin de Brenda. Je suis sérieuse. Eric, j'aime ma sœur, mais si elle savait ce que maman faisait et a envoyé Emma quand même... Mélodie prit une respiration tremblante. Que puis-je faire? Comment puis-je aider? Eric regarda sa fille endormie. Dis juste la vérité quand ils te le demanderont. Tout ne protège personne. Je ne le ferai pas. Eric, je suis tellement désolé. Si j'avais su, contente-toi de faire en sorte que ça compte maintenant. Après avoir raccroché, Eric rouvrit son ordinateur. Derek lui avait envoyé un email chiffré avec des découvertes préliminaires. Les relevés financiers de Myrtle montrèrent des paiements à plusieurs personnes. Un nom ressortait, Herman Savage. Listé comme le frère de Myrtle, il vivait en ville. Travaillait comme, Eric fixa l'écran. Herman Savage était un juge du comté. Le lendemain matin, Eric emmena Emma dans une maison sécurisée arrangée par Donald. C'était un petit appartement au-dessus d'une librairie en ville, appartenant à un flic à la retraite qui devait une faveur à Donald. Emma resterait là avec une officière nommée Jeannette pendant qu'Eric s'occuperait de la suite. « Je ne veux pas que tu partes », dit Emma, serrant M. « Hoppers, je reviens ce soir, je te le promets. Jeannette est gentille et tu seras en sécurité ici. La porte a 3 verrous et il y a un policier en bas. D'accord ?» Emma hocha la tête, mais elle avait l'air petite et effrayée. Eric s'agenouilla à son niveau. « Ma chérie, j'ai besoin de m'assurer que les gens qui t'ont fait du mal ne peuvent plus faire de mal à personne. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Peux-tu être courageuse pour moi? Tu ramèneras maman ?» La mâchoire d'Eric se crispa. « Tu veux voir maman ?» Emma réfléchit, puis secoua la tête. « Pas encore? Peut-être jamais? C'est d'accord? Tu n'as pas à voir qui que ce soit si tu n'en as pas envie. » Il l'embrassa sur le front et partit, le cœur lourd, mais en traversant la ville, la lourdeur se transforma en une colère froide et concentrée. Il avait des cibles maintenant. Myrtle était en prison, mais ce n'était que le début. Herman Savage, Christina Slaughter, quiconque avait permis ce cauchemar, et Brenda, il arriva à la maison à 9h. La voiture de Brenda était dans l'allée. Il resta assis un moment à se préparer, puis il entra. Brenda était dans la cuisine, l'air hagard. Elle n'avait pas dormi. Quand elle le vit, elle se leva vite. « Eric, enfin, la police ne me dit rien. Ils ont emmené maman. Ils disent qu'elle... Mais c'est ridicule. Tu dois leur dire. Où est Emma? Je ne sais pas. Je supposais qu'elle était avec toi. Eric, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'essaye de décider si ma femme est stupide ou mauvaise. » Le visage de Brenda blêmit. « Quoi? Tu as envoyé notre fille à une femme qui torture des enfants. Qui a tué au moins 4 gamins que l'on sait. Tu l'as conduite là-bas mardi et a dit à Myrtle qu'elle avait besoin d'apprendre le respect. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas comme ça. Le programme de maman est strict. Mais il marche. Elle aide des enfants en difficulté. Emma n'est pas en difficulté. » La voix d'Eric claqua comme un fouet. Elle a 7 ans. Elle ne voulait pas manger ses légumes. Ce n'est pas de la difficulté. Brenda, c'est normal. Elle devenait incontrôlable. Répondre, ne pas écouter. Alors tu l'as envoyée pour qu'elle soit enterrée vivante dans un trou. La bouche de Brenda s'ouvrit et se ferma. Ce n'est pas... Maman ne ferait pas... Je l'ai sortie de ce trou moi-même. Il était 2h du matin et 4. 4 dégâts. Elle était debout dans la boue et l'eau glacée depuis plus d'1 heure, pleurant, terrifiée. Elle m'a dit que si je regardais dans l'autre trou, Eric s'arrêta, se forçant à rester calme. Il y avait un gamin mort dans l'autre trou. Brenda, une fille de 9 ans nommée Sarah Chun, ses os étaient encore là. Non. Brenda s'assit lourdement. Non, ce n'est pas possible. Maman disait que les enfants qui s'enfuyaient du programme répandaient des rumeurs. Mais as-tu déjà visité? As-tu déjà vu ce qu'elle faisait vraiment? Silence. Réponds-moi. Je lui faisais confiance. La voix de Brenda montait. C'est ma mère. Elle disait que le programme était dur mais efficace, que parfois les enfants mentaient pour s'en sortir. Je l'ai cru. Eric fixa sa femme. Quand as-tu envoyé Emma là-bas? Mardi. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi mardi précisément? Brenda hésita. Elle avait une mauvaise semaine.
refusait de faire ses devoirs, mettait le bazar, répondait. J'étais stressé au travail et je ne pouvais pas gérer. Alors j'ai appelé maman. Tu ne pouvais pas gérer. Alors tu as envoyé notre fille dans un camp de torture. Ce n'est pas un camp de torture. Elle aide les enfants. 4 enfants morts disent le contraire. Eric sortit son téléphone et lui montra une des photos des tombes. Brenda la regarda et vira au vert. Elle courut à l'évier et vomit. Quand elle revint, essuyant sa bouche, son visage était cendreux. Je ne savais pas. Eric, je te jure que je ne savais pas. Mais tu soupçonnais que quelque chose n'allait pas. N'est-ce pas? Non. Mélodie a coupé les ponts avec maman il y a des années. Elle disait qu'elle était trop dure avec les enfants. Tu gardais Emma loin de Myrtle la plupart du temps. Quoi? Les mains de Brenda tremblaient. Maman pouvait être intense. Je pensais que des expositions limitées étaient bien, qu'une quelques jours à la fois apprendrait la discipline à Emma sans quoi? Sans la briser. Les mots sortirent en murmures. Eric sentit quelque chose se briser en lui. Tu savais qu'elle pouvait briser notre fille? Tu savais que ta mère était dangereuse? Et tu as envoyé Emma quand même? Je pensais pouvoir le contrôler. J'ai dit à maman d'être douce, de juste lui faire peur un peu. On ne peut pas être un peu mauvais. Brenda, on ne peut pas torturer quelqu'un un peu? Eric criait maintenant. Emma est traumatisée. Elle a une hypothermie et des bleus, et elle ne fait confiance à personne. Elle a demandé si elle doit te revoir, et je ne savais pas quoi lui dire parce que sa propre mère l'a envoyée en enfer. Brenda pleurait. Je ne voulais pas que ça arrive. J'étais juste si fatigué. Tu étais partie et elle était si difficile. Et je pensais, tu n'as pas pensé, c'est le problème. La voix d'Eric devint froide. Fais tes valises. Tu déménages? C'est ma maison aussi. Je m'en fiche. Tu pars aujourd'hui. Et si tu me combats là-dessus, je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. Ton boulot, tes amis, tout le monde, je leur dirai que tu as envoyé ta fille à une femme qui assassinait des enfants. J'ai des droits. Emma aussi en avait. Sarah Tune. Marcus Wright et Tyler Brennan aussi, ils avaient le droit de ne pas être enterrés vivants. Eric s'approcha. Voilà ce qui va se passer. Tu vas parler à un avocat? Tu vas accepter de me donner la garde complète? Tu vas rester loin d'Emma, sauf si elle demande à te voir? Et tu vas coopérer complètement avec l'enquête du FBI sur ta mère. Le FBI, tu pensais que ça allait juste disparaître? Ta mère a tué des enfants? Brenda, pour de l'argent, beaucoup d'argent. Et quelqu'un l'a aidé à le couvrir? Le FBI veut savoir qui. Je ne sais rien sur... Alors, tu ferais mieux de te souvenir parce que, si tu ne coopères pas, tu seras accusé comme complice? Le visage de Brenda s'effondra. Je ne savais pas. Eric, je le jure sur ma vie, je ne savais pas qu'elle tuait des enfants, mais tu savais qu'elle leur faisait du mal, et tu t'en fichais. Eric se tourna vers la porte. Tu as jusqu'à demain pour déménager? Si tu es encore ici quand je reviens avec Emma, j'appelle les flics. Il la laissa là, pleurant dans la cuisine de la maison qu'ils avaient achetée ensemble 8 ans plus tôt, la maison où ils avaient ramené Emma de l'hôpital, la maison où ils pensaient qu'ils construisaient une vie. Tout était en cendres maintenant. Eric conduisit jusqu'à un dîner en dehors de la ville pour rencontrer Derek. Son ami était déjà là, ordinateur ouvert, l'air fatigué. « Tu as une sale tête ?» dit Derek. « Je me sens pire. Qu'as-tu trouvé ?» Derek sortit un dossier. Herman Savage, le frère de Myrtle. Il est juge du comté depuis 15 ans, gère des affaires juvéniles, de famille. Devine ce qui se passe quand les parents se plaignent du programme de Myrtle. Laisse-moi deviner, les affaires sont classées. Bingo. J'ai trouvé 6 plaintes ces 5 dernières années, toutes passées par le tribunal d'Herman, toutes classées comme disputes familiales ou allégations infondées. 3 de ces gamins sont maintenant disparus. Les mains d'Eric se serrèrent. Il savait, ça s'améliore. Christina Slaughter, la travailleuse sociale, c'est l'ex-femme d'Herman. Ils ont divorcé il y a 10 ans, mais j'ai tiré leur relevé financier. Elle reçoit des paiements réguliers d'une SARL appelée New Beginnings Holdings. Devine qui possède cette SARL? Herman et Myrtle. Fetifiaro. La SARL collecte les frais des parents, les blanchit via divers comptes, puis paye Myrtle. Herman et Christina, on parle de 3 millions de dollars sur 5 ans. Eric s'adossa. Donc Herman fournit la protection légale, Christina gère les enquêtes d'État et Myrtle dirige l'opération. C'est la théorie. Le FBI construit le dossier maintenant. Mais Eric, l'expression de Derek devint sérieuse, il y a peut-être plus de gens impliqués. J'ai trouvé des paiements à une firme de conseil qui semble ne pas exister et il y a des trous dans les relevés financiers, de l'argent qui sort sans qu'on puisse le tracer. Qui d'autre pourrait être impliqué? Je ne sais pas encore.
mais quelqu'un avec assez d'influence pour s'assurer qu'aucune vraie enquête n'ait lieu, quelqu'un qui pouvait faire pression sur les flics locaux, peut-être même la police d'État. Eric réfléchit. J'ai besoin de parler à Don. Voir s'il connaît quelqu'un qui semblait trop intéressé à étouffer les questions sur Myrtle. Sois prudent. S'il y a des flics corrompus impliqués, tu ne sais pas en qui faire confiance? Je fais confiance à Don. Ouais. Mais est-ce qu'il fait confiance à tout le monde dans son équipe? Derek ferma son ordinateur. Eric, tu dois laisser le FBI s'en occuper. Tu as Emma à penser? Je pense à Emma. Je pense à m'assurer que tous ceux qui l'ont blessé paident. Tous ceux qui l'ont permis, tous ceux qui ont fermé les yeux pendant que des enfants mouraient. Eric croisa le regard de son ami. Tu t'éloignerais? Toi? Derek soupira. Non, mais je serai intelligent là-dessus et je couvrirai mes arrières. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ils passèrent les 2 heures suivantes à examiner des documents. Eric apprenait à lire les relevés financiers comme il avait appris à lire des cartes topographiques dans l'armée, cherchant des schémas, des anomalies, tout ce qui ne collait pas, et il y avait des choses qui ne collaient pas. Des retraits d'argent liquide importants des comptes de la SARL chaque mois. Toujours le 15, toujours le même montant, $10,000. Remontant à 3 ans, de l'argent de protection, suggéra Eric. Peut-être, on paie quelqu'un pour quelque chose. Ça pourrait être n'importe quoi. Des pots de vin au chantage. Le téléphone d'Eric sonna. Donald. Parle-moi, on a quelque chose? Myrtle parle. Elle essaie de négocier un accord. Elle prétend qu'elle a été contrainte, que quelqu'un l'a forcée à continuer le programme, même quand elle voulait arrêter. Elle ment probablement, mais son avocat dit qu'elle a des preuves, des noms de gens impliqués. Elle veut l'immunité en échange de son témoignage. Ne lui donnez pas, ce n'est pas mon appel. C'est le FBI et le procureur. Mais Eric, elle a mentionné Brenda. Elle a dit que ta femme en savait plus qu'elle ne le dit. Eric ferma les yeux. Qu'a-t-elle dit exactement? Que Brenda a aidé à recruter certaines familles, qu'elle identifiait des enfants qui avaient besoin de correction et recommandait le programme à leurs parents. Myrtle prétend que Brenda touchait une commission pour chaque référence. Le dîner sembla basculer. Combien? 5 000 par gamin. Eric raccrocha et fixa son téléphone. Brenda n'avait pas envoyé seulement Emma chez Myrtle. Selon Myrtle, elle avait aussi envoyé les enfants d'autres personnes pour de l'argent. Derek l'observait. Qu'est-ce que c'est? Brenda n'était pas juste une victime de la manipulation de sa mère. Elle en faisait partie. Ouais. Eric se leva. J'ai besoin d'aller où? Avoir une autre conversation avec ma femme. Et cette fois, elle va me dire toute la vérité. Il trouva Brenda chez sa sœur. Mélodie ouvrit la porte. Le visage dur. Elle est dans la cuisine. Et Eric, quoi que tu fasses, elle le mérite. Brenda était assise à la table de Mélodie avec une tasse de café. Elle leva les yeux quand Eric entra et son visage pâlit. J'allais partir. Assieds-toi, Eric. Assieds-toi. Elle s'assit. Mélodie resta dans l'encadrement de la porte, bras croisés. Eric s'appuya contre le comptoir. Le FBI a parlé à ta mère? Elle essaye de négocier un accord. Elle a dit que tu l'as aidé à recruter des familles, que tu touchais $5 000 pour chaque gamin que tu lui envoyais. Est-ce vrai? Le silence de Brenda était une réponse suffisante. Combien? La voix d'Eric était mortellement calme. Je ne sais pas. Peut-être 20? Sur 3 ans? 20 enfants. Tu as envoyé 20 enfants se faire torturer pour de l'argent. Ce n'était pas censé être de la torture. Maman disait que c'était un programme d'amour dur, que les enfants avaient besoin de discipline. Les parents étaient désespérés. Donc tu as exploité des parents désespérés et traumatisé leurs enfants pour $100 000. Mélodie émit un son de dégoût. Brenda, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne comprends pas? On avait besoin d'argent. Eric était déployé, son salaire n'était pas suffisant et j'avais des dettes d'avant le mariage. On avait assez. Eric hurla. On avait une maison, de la nourriture, tout ce qu'il fallait. Tu me dis que tu as vendu des enfants, pourquoi? Une nouvelle voiture? Des vacances? Brenda pleurait à nouveau. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas que quelqu'un serait blessé. Maman disait que c'était sûr. 4 enfants sont morts. 4? Comment c'est sûr? Eric tremblait de rage. Tu savais pour les tombes? Non. Je jure que je ne savais pas pour ça. Quand maman me parlait d'enfants qui s'enfuyaient, je la croyais. Je pensais qu'ils partaient vraiment. Tu pensais que des enfants en difficulté erraient seineur juste dans les montagnes et que leurs parents s'en fichaient? Tu ne trouvais pas ça suspect. Brenda n'avait pas de réponse. Eric sortit son téléphone. Le FBI va vouloir te parler? Les familles que tu as recrutées voudront des réponses. Et je vais m'assurer que chaque personne sache ce que tu as fait. S'il te plaît. Brenda tendit la main vers lui.
S'il te plaît, Eric, j'ai fait une erreur, j'étais stupide et cupide, et je suis tellement désolé, mais je suis toujours la mère d'Emma. Je l'aime. Tu l'as envoyée dans un camp de torture pour 5 000 $. Non, je n'ai pas pris d'argent pour Emma, c'est ma fille. Je pensais juste, tu pensais pouvoir t'en tirer une fois de plus? Tu pensais qu'elle reviendrait effrayée et que tu recommencerais à envoyer les enfants des autres pour de l'argent? Eric recula de sa main tendue. Reste loin de nous deux, n'appelle pas, n'envoie pas de message. N'essaie pas de voir Emma. Si je te vois près d'elle, je te fais arrêter. Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille. Regarde-moi, tu es sur le point d'être accusé d'endangement d'enfants, conspiration, et probablement trafic. Quand ce sera fini, tu auras de la chance si tu n'es pas en prison. La seule chose qui te garde dehors pour l'instant, c'est que tu coopères avec le FBI. Eric se dirigea vers la porte. Melody, merci d'avoir été honnête. Je suis désolé que ta famille implose. Je suis désolé de ne pas avoir vu ça venir, dit Melody doucement. J'aurais dû insister plus. Rester en contact avec maman. Peut-être que j'aurais pu. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas pour le mal des autres. Tandis qu'Eric s'éloignait en voiture, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Eric Mackenzie. Ouais. Ici l'agent Frank Morrison, FBI. J'ai besoin que vous veniez pour un entretien aujourd'hui si possible. Je peux être là dans 25 minutes. Bien. Et monsieur Mackenzie, amenez votre avocat. On va parler de charges sérieuses. La main d'Eric se crispa sur le volant. Contre qui? Tout le monde. On construit un dossier RICO, racket, conspiration, trafic d'enfants, meurtre. C'est plus gros que votre belle-mère. On va après tous les impliquer. Bien. Je dois vous avertir. Votre femme est une cible. On croit qu'elle était complice dans le recrutement d'enfants pour le programme. Si elle coopère, on pourrait réduire les charges, mais elle risque de la prison. Je me fiche de ce qui lui arrive. Assurez-vous juste d'attraper tout le monde. On le fera. Mais monsieur Mackenzie, couvrez vos arrières. Les gens impliqués ont de l'argent et des connexions. Ils ne tomberont pas facilement. Après avoir raccroché, Eric passa un appel de plus à un ami avocat de son unité qui travaillait maintenant dans un grand cabinet à Philadelphie. Tony Paya. Tony. C'est Eric Mackenzie? J'ai besoin d'aide? J'ai besoin du meilleur avocat familial que tu connaisses. Et de quelqu'un qui peut gérer une affaire fédérale. Quel genre d'affaire fédérale? Trafic d'enfants. Racket. Meurtre. Et j'ai besoin de m'assurer d'obtenir la garde de ma fille. Bon Dieu, Eric. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps as-tu pour moi? Tout le temps du monde. Commence à parler. Tandis qu'Eric exposait tout le cauchemar, il sentit quelque chose changer en lui. La rage était toujours là, brûlante et pure, mais en dessous, quelque chose de plus froid, de plus calculateur. L'armée lui avait appris à combattre, à planifier, à exécuter des opérations complexes contre des ennemis retranchés. Il avait mené des missions dans certains des territoires les plus hostiles de la Terre, et maintenant, il allait utiliser chaque compétence pour détruire les gens qui avaient blessé sa fille. Pas juste Myrtle, pas juste Brenda, tout le monde, chaque personne qui avait fermé les yeux, pris un pot de vin, permis la torture et le meurtre d'enfants. Ils pensaient être en sécurité parce qu'ils avaient de l'argent et des connexions. Parce qu'ils s'en étaient tirés pendant des années, ils avaient tort. Eric Mackenzie arrivait, et il ne perdait pas. Le bureau du FBI était froid et stérile. Tout en lumière fluorescente et murs beige, Eric était assis face à l'agent Morrison et une autre agente, une femme nommée Shun, nom approprié vu ce qu'il avait trouvé. « Je suis l'agente Sarah Shun », dit-elle comme si elle lisait dans ses pensées. Sarah était ma nièce. L'expression d'Eric ne changea pas, mais intérieurement, il ressentit une pointe de sympathie. « Je suis désolé pour votre perte. Merci. Je veux que vous sachiez que c'est personnel pour moi. Je vais m'assurer que tous les responsables paient. » Ses yeux étaient durs comme des diamants, en commençant par Myrtle Savage. Morrison sortit un enregistreur. « Monsieur Mackenzie, on a besoin de votre déclaration enregistrée. Racontez-nous tout depuis le moment où vous êtes rentré chez vous. » Eric le fit. Chaque détail. Trouver Emma dans le trou? Les autres tombes. La confession de Brenda sur l'envoi d'Emma là-bas. Les preuves de paiement financier. Il ne retint rien. Quand il finit, Morrison s'adossa. « Votre femme prétend qu'elle ne savait pas pour les morts. Vous la croyez? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle était volontairement ignorante, mais elle savait que des enfants étaient déblessés et elle continuait à les envoyer pour de l'argent. » Ouais, l'agent Chun prit la parole. « On a identifié 17 familles que votre femme a référées au programme de Myrtle. Parmi ces 17 enfants, 3 sont morts. 4 sont toujours disparus. Les autres, on les interroge maintenant. Les histoires sont cohérentes. Punitions physiques extrêmes.
privation de nourriture, abus psychologiques. Un gamin a été gardé dans un trou pendant 3 jours. Eric se sentit malade. Où sont les familles maintenant? On les traque? La plupart pensèrent que leurs enfants étaient dans un internat légitime. Certains savaient que c'était dur, mais pensaient bien non que c'était ce dont leurs enfants avaient besoin. Quelques-uns, Morrison marqua une pause, quelques-uns semblaient savoir exactement ce qui se passait et s'en fichaient. Qu'est-ce qui leur arrive? Ça dépend de ce qu'on peut prouver, endangerement d'enfants au minimum. Si on peut montrer qu'ils savaient que des enfants mouraient et ont envoyé les leurs quand même. On parle de conspiration pour meurtre. Et Brenda, votre femme coopère, elle nous a donné des noms, des détails sur la structure financière, des infos sur l'implication d'Herman Savage. En échange, on recommande des charges réduites, mais elle risque encore 5 à 10 ans. Eric hocha la tête. Il ne ressentait rien à ça. Pas de satisfaction, pas de regret. Juste du vide là où son mariage avait été. Et Herman, demanda-t-il. La mâchoire de Morrison se crispa. C'est là que ça se complique. Herman Savage est un juge en exercice avec beaucoup d'amis. On a besoin d'un dossier étanche avant de bouger contre lui. On le construit, mais ça prend du temps. Combien de temps? Des semaines, peut-être des mois. Des enfants sont morts pendant que vous construisez votre dossier. Je sais, la frustration de Morrison perça, mais si on bouge trop vite et qu'il s'en sort sur un détail technique, il s'en tire pour toujours. Je ne laisserai pas ça arriver. L'agent Sean posa une main sur le bras de Morrison pour le calmer. Puis elle regarda Eric. On l'aura, je vous le promets, mais on doit le faire bien. Que puis-je faire? Rien. Restez en dehors. Concentrez-vous sur votre fille. Laissez-nous gérer l'enquête. Eric ne répondit pas à ça. Il n'avait aucune intention de rester en dehors. Après l'entretien, il rencontra Tony Paya et l'avocate familiale que Tony avait recommandée, une femme vive nommée Margaret Vance. Ils s'assirent dans une salle de conférence et stratégisèrent. La bonne nouvelle, c'est que vous obtiendrez la garde, dit Margaret. Avec Brenda face à des charges criminelles et admettant l'endangement d'enfants, aucun juge ne lui donnera la garde. La question est si elle obtient des visites. Emma ne veut pas la voir. La préférence d'Emma comptera. Mais elle a 7 ans. Le tribunal pourrait ordonner des visites supervisées quand même. Pas question. La voix de Tony était douce mais ferme. Laisse Margaret gérer la stratégie légale. Si tu pousses trop fort, ça pourrait se retourner contre toi. Brenda a envoyé notre fille se faire torturer pour de l'argent. Il n'y a aucun scénario où elle mérite de voir Emma. Je suis d'accord, dit Margaret, et c'est l'argument qu'on fera. Mais on doit suivre le processus, déposer pour le divorce. Pour la garde, documenter tout. Construire un dossier si écrasant qu'aucun juge ne peut statuer contre nous. Combien de temps? Le divorce prendra des mois? La garde pourrait être plus rapide vu les circonstances. Je dépose des motions d'urgence demain. Fais-le. Après leur départ, Eric resta dans son camion à réfléchir. Le FBI construisait son dossier. Ses avocats le leur. Tout le monde suivait le processus, jouait selon les règles. Mais Eric n'était pas lié par les mêmes règles. Il était un civil maintenant, un père protégeant sa fille. Et parfois la justice ne pouvait pas attendre les tribunaux. Il sortit son téléphone et appela Derek. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ce n'est pas légal. » Je m'en doutais. « Qu'est-ce que tu as besoin ?» Herman Savage. J'ai besoin de tout sur lui. Relevé téléphonique, financier, emails, tout ce qui prouve ce qu'il a fait. Le FBI l'obtient déjà via des mandats. Je ne veux pas attendre les mandats. Je le veux maintenant. Silence à l'autre bout. Puis, tu sais ce que tu demandes? Ouais. Si on se fait prendre, on ne se fera pas prendre. Tu m'as appris comment faire ça à Bagdad? Souviens-toi, on applique juste ces compétences ici. Une autre pause. Quand veux-tu commencer? Ce soir, ils se retrouvèrent dans la chambre de motel de Derek avec un ordinateur et du matériel définitivement pas civil. Derek avait des connexions de séjour dans l'armée, des gens spécialisés dans l'intelligence électronique. La sécurité d'Herman est décente, mais pas top, dit Derek en tapant « Wi-Fi domestique standard ». Protégé par mot de passe. Je peux le craquer à distance, mais ça prendra quelques heures. Fais-le. Et son téléphone, plus dur, s'il était malin, il utilise des messageries chiffrées, mais des types comme lui pensent de toujours qu'ils sont intouchables. Ils deviennent négligents. Pendant que Derek travaillait, Eric recherchait, Herman Savage était juge depuis 15 ans. Avant ça, procureur, marié 2 fois, divorcé 2 fois. Pas d'enfant? Sa maison était une coloniale modeste dans un beau quartier, pas le genre d'endroit qu'on s'attend de quelqu'un qui a gagné 3 millions de dollars du trafic d'enfants. Il cache l'argent quelque part, dit Eric. Comptes offshore probablement, Caymans, Suisse.
des endroits que le FBI peut traquer, mais ça prend du temps. On n'a pas le temps? Derek le regarda. Quel est le plan ici? Eric, disons qu'on obtient tout. Qu'est-ce que tu vas en faire? M'assurer qu'il ne peut pas échapper à la justice. M'assurer que si le dossier du FBI tombe à l'eau, il tombe quand même. Comment? Je n'ai pas encore figuré cette partie. Ils travaillèrent jusqu'à 3 heures du matin. À ce moment, Derek avait accès au réseau domestique d'Herman, à ses emails et à son stockage cloud. Ce qu'ils trouvèrent fit glacer le sang d'Eric. Des tableurs listant chaque enfant passé par le programme de Myrtle, des notes détaillées sur ceux qui étaient problématiques, des factures pour des services de disposition, des emails discutant de réduction d'inventaire et de minimisation des risques. Ces gens avaient réduit des enfants à des lignes dans un registre, un email d'Herman à Myrtle, daté de 6 mois, la Filchun pose trop de questions, gère ça, la réponse de Myrtle, réglé, pas de fils pendant? Sarah Chun était morte parce qu'elle posait des questions. Envoie-moi tout ça, dit Eric. Chiffré, multiples sauvegardes, qu'est-ce que tu vas faire? Assurance. Si quelque chose m'arrive, si le dossier du FBI tombe, ça devient public. Chaque média, chaque réseau social, chaque parent dont l'enfant est passé par ce programme, je m'assurerai que le monde entier sache ce qu'ils ont fait. Derek hocha la tête. Tu joues un jeu dangereux? Ils ont joué un jeu dangereux avec des vies d'enfants. C'est mon tour maintenant. Au cours de la semaine suivante, Eric construisit son dossier, pas pour un tribunal, pour l'opinion publique. Il contacta des journalistes, leur donna des infos de fond sans révéler ses collectes illégales. Il se connecta avec des parents dont les enfants étaient passés par le programme. Il documenta tout. Emma allait mieux lentement. La thérapie aidait. Elle pouvait parler de ce qui s'était passé sans pleurer maintenant. Les cauchemars étaient moins fréquents. Mais elle sursautait encore aux bruits inattendus et refusait d'être seule dans une pièce. Elle guérira, dit la thérapeute. Mais ça prendra du temps et elle aura toujours des cicatrices. Eric savait pour les cicatrices. Il en avait plein de son service militaire, les visibles de shrapnel et de balles, et les invisibles de voir des amis mourir. On ne se remet pas d'un traumatisme, on apprend à vivre avec. Mais il serait damné si Emma devait vivre avec pendant que les responsables marchaient libres. La percée dans l'affaire vint d'une source inattendue. Une des familles référées par Brenda contacta Eric directement. Ralph Terrell, un père célibataire dont le fils était passé par le programme de Myrtle 2 ans plus tôt. « Mon garçon est revenu changer », dit Ralph autour d'un café. Silencieux, effrayé, il ne parle pas de ce qui s'est passé, mais il fait des cauchemars. Il crie sur des trous et des tombes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'à ce que je voie les nouvelles. Savais-tu ce qu'était le programme avant d'y envoyer ton fils? Ralph avait l'air honteux. Je savais que c'était dur. Ta femme disait que c'était de l'amour dur, que mon fils avait besoin de discipline. Elle m'a montré des témoignages d'autres parents disant que leurs enfants revenaient meilleurs. J'étais désespéré. Noah se comportait mal après la mort de sa mère et je ne savais pas comment l'aider. As-tu payé Myrtle directement? Non. J'ai payé une firme de conseil, Behavioral Solutions SAL. Il gérait toute la paperasse. Le pouls d'Eric s'accéléra. C'était le nom que Derek avait trouvé, la firme sans vrai bureau, sans employé, juste une boîte postale et un compte bancaire. As-tu encore la paperasse? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que cette firme c'est la clé de tout. Il avait raison. Avec la documentation de Ralph, ils tracèrent Behavioral Solutions ARL jusqu'à un avocat à Pittsburgh, un type haut placé spécialisé dans la création de sociétés écrans pour clients riches. L'avocat, confronté par le FBI, invoqua le privilège avocat-client, mais Eric avait une autre approche. Il se présenta au bureau de l'avocat sans s'annoncer « Leon Donahue ». Lisait la plaque, Eric passa devant la secrétaire et entra dans le bureau de Donahue. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas », protesta la secrétaire. « C'est bon », dit Eric, fermant la porte derrière lui. Donahue était un homme élégant en costume coûteux, mi-cinquantaine. Avec le genre de bronzage venant de voyages au ski et de golf, il leva les yeux, agacé. « Qui êtes-vous »« Eric Mackenzie. Ma fille a été torturée par un de vos clients. Vous avez mis en place la structure financière qui leur a permis de cacher des millions de dollars du trafic d'enfants. » L'expression de Donahue devint soigneusement neutre. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Eric sortit un dossier et le laissa tomber sur le bureau. « Behavioral Solutions SAL. New Beginnings Holdings. 3 autres sociétés écrans au Caïman. Vous les avez créées pour Myrtle Savage et Herman Savage. Vous les avez aidés à blanchir de l'argent de la torture et du meurtre d'enfants.
Je crée des structures corporatives légales pour des clients. Ce qu'ils en font n'est pas ma responsabilité. Mais vous deviez savoir, personne ne crée autant de sociétés écrans pour un petit centre de retraite religieuse, sauf s'il cache quelque chose. Donahue s'adossa, même si c'était vrai, et je ne dis pas que ça l'est, le privilège avocat-client protège mes communications avec les clients. Ça ne vous protège pas d'être complice de meurtre? Je n'ai tué personne? Non. Vous avez juste rendu ça possible pour d'autres et leur avez permis de s'en tirer pour un honoraire. Eric se pencha en avant. Combien vous ont-ils payé? 10%. 20%. Combien vaut un enfant mort pour vous? Sortez de mon bureau. Le FBI va démonter votre pratique, chaque client, chaque compte, chaque document, et quand ils auront fini, vous irez en prison aux côtés des Savages. J'en doute, j'ai les meilleurs avocats de l'État. Eric sourit. Ce n'était pas un beau sourire. Vous savez ce qui est drôle? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en vous recherchant. Votre fils, Leon Donahue Jr., 15 ans, un gamin en difficulté d'après ce que j'entends, entré et sorti de thérapie. Quelques problèmes légaux mineurs. Le visage de Donahue pâlit. Ne vous avisez pas, je ne menace pas votre fils. Je dis juste que vous avez aidé Myrtle Savage à cacher le fait qu'elle torturait des enfants en difficulté. Votre fils est un enfant en difficulté. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un l'envoyait dans un endroit comme ça? S'il finissait dans un trou dans le sol en pleurant pour son papa? Se demandant pourquoi vous avez laissé ça arriver? Espèce de fils de... Pensez-y. Puis pensez si protéger vos clients vaut de protéger votre propre fils du même sort. Parce que des gens comme Myrtle n'arrêtent pas. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Eric se leva. Le FBI sera ici demain avec des mandats. Vous pouvez coopérer et peut-être garder votre licence d'avocat ou vous battre et tout perdre. À vous de choisir. Il laissa Donahue assis là, tremblant. Le lendemain, Donahue appela le FBI. Il voulait négocier un accord. Dans les 48 heures, toute la structure financière s'effondra. Donahue fournit des documents montrant comment l'argent circulait. Les parents payaient Behavioral Solutions, qui prenait une part et passait le reste à New Beginnings Holdings, qui distribuait à Myrtle, Herman et Christina. Il y avait aussi des paiements à 2 autres personnes, un adjoint du shérif local et un superviseur des services sociaux d'État. L'adjoint, un homme nommé Ken Booker, avait répondu à des plaintes sur la propriété de Myrtle pendant des années. Il avait toujours déposé des rapports disant qu'il n'y avait aucune preuve de malversation. La superviseure, Christy North, avait été celle qui fermait les enquêtes avant qu'elles n'aillent en nulle part. Le FBI les arrêta tous lors de raids coordonnés. Eric regarda la couverture médiatique avec Emma sur ses genoux. « C'est mamie », dit Emma, pointant une image de Myrtle menée au tribunal menottée. « Ouais, ma chérie, elle a l'air plus petite à la télé. Les mauvaises personnes le sont toujours quand elles sont attrapées. Le procès n'aurait lieu que dans des mois, mais la couverture médiatique fut immédiate et brutale. Chaque média diffusa des histoires sur le camp de torture, la chambre des horreurs dans les montagnes de Pennsylvanie. Les familles des victimes furent interviewées. Les corps des 4 enfants assassinés reçurent des enterrements dignes. Le visage de Brenda était placardé dans les titres « Mère qui vendait des enfants pour profit ». Elle essaya de prétendre être une victime aussi, que Myrtle l'avait manipulée, mais les preuves étaient trop accablantes. Le FBI avait des enregistrements de ses conversations avec des parents, vantant le programme, décrivant son efficacité, sans jamais mentionner les abus. Eric déposa pour le divorce et la garde d'urgence. L'audience fut brève. Margaret présenta les preuves de l'implication de Brenda dans le réseau de trafic, son admission d'endangement d'enfants et la déclaration d'Emma qu'elle ne voulait pas voir sa mère. Le juge, pas Herman Savage qui avait été suspendu en attendant son propre procès, accorda à Eric la garde complète sans visite pour Brenda. Madame Mackenzie a montré un pattern de prioriser l'argent sur la sécurité de son enfant, dit le juge, jusqu'à ce qu'elle démontre réhabilitation et remords. Elle représente un danger pour l'enfant mineur. Brenda ne contesta pas. Elle était trop occupée à négocier son propre accord. 5 ans en prison fédérale en échange de son témoignage contre Herman et les autres. Mais Eric n'était pas satisfait. Oui, ils allaient tous en prison. Oui, la justice était servie, mais ce n'était pas assez. Ces gens avaient détruit des vies, assassiné des enfants. Fait qu'Emma reste dans un trou en pleurant pour son papa. Ils devaient souffrir comme leurs victimes avaient souffert. Alors, Eric commença à planifier, pas une attaque physique. Il n'allait pas jeter sa liberté et laisser Emma sans père, mais il y avait d'autres façons de faire souffrir les gens et des façons de s'assurer qu'ils perdent tout, pas juste leur liberté. Il commença avec Herman Savage. Le procès du juge était fixé dans 3 mois.
Il avait été libéré sous caution d'1 million de dollars qu'il avait payé facilement. Il vivait dans sa maison, portant un bracelet électronique, feignant la confiance. Eric commença à le suivre. Pas ouvertement, il savait faire de la surveillance de ses jours dans l'armée. Il apprit la routine d'Herman, épicerie le mardi, déjeuner au même restaurant tous les jeudis, golf le samedi matin, et il remarqua quelque chose d'intéressant. Herman avait des visiteurs tard la nuit, des gens venaient à sa maison. Il se garait plus bas dans la rue et marchait. Il restait 20 minutes ou 1 heure, puis partait. Eric commença à les photographier, à vérifier leurs plaques, à construire un réseau. L'un était un sénateur d'État, un autre un PDG d'une compagnie pharmaceutique, un troisième, un homme d'affaires local qui possédait la moitié des biens immobiliers en ville. Qu'est-ce qui les reliait? Eric creusa plus et trouva la réponse. Ils avaient tous envoyé leurs enfants au programme de Myrtle. Tous avaient payé des prix premium, 50 000 dollars ou plus. Tous avaient récupéré leurs enfants, réparés, mais ce n'étaient pas des enfants en difficulté. C'étaient des enfants qui avaient découvert les secrets de leurs parents, des enfants qui avaient trouvé des preuves d'adultère, d'escroquerie, d'abus, des enfants qui avaient menacé de parler. Le programme de Myrtle n'était pas juste sur la discipline. C'était sur briser des enfants qui en savaient trop. Eric se sentit malade. C'était plus gros qu'il ne pensait. Ce n'était pas juste de l'abus d'enfants. C'était une conspiration criminelle organisée pour faire taire des témoins, et Herman était au centre. Il avait besoin de preuves, de vraies preuves admissibles au tribunal. Alors, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il devint la chose contre laquelle il avait combattu toute sa carrière militaire. Il cambriola la maison d'Herman. Ce n'était pas dur. La sécurité d'Herman était basique, conçue pour arrêter des cambrioleurs opportunistes, pas quelqu'un avec un entraînement militaire. Eric attendit qu'Herman soit à son déjeuner du jeudi, désactiva l'alarme et entra par une fenêtre du sous-sol. Il avait 30 minutes. Il les utilisa bien. Herman gardait des dossiers dans son bureau à domicile, des dossiers physiques, du genre à l'ancienne qui ne pouvaient pas être piratés. Eric photographia tout, correspondance avec les parents, contracts, documentation sur ce que les enfants savaient et comment le programme les avait gérés. Un dossier était étiqueté « Solution permanente ». À l'intérieur, des certificats de décès pour 3 enfants, tous classés comme accident ou suicide. Tous des enfants passés par le programme, tous des enfants dont les parents étaient dans ces réunions nocturnes. Eric sentit ses mains trembler en les photographiant. Ces gens avaient assassiné leurs propres enfants pour garder des secrets. Il trouva une chose de plus. Un registre montrant des paiements d'Herman à des médias locaux, des paiements pour tuer des articles, des paiements à des reporters pour enterrer des infos, des paiements pour garder toute l'opération silencieuse. Eric finit avec 5 minutes d'avance. Il remit tout exactement comme il l'avait trouvé, sortit par la fenêtre et s'éloigna en voiture. Ce soir-là, il fit des copies de tout. Il envoya des fichiers chiffrés à 3 personnes différentes, Derek, Tony Paya et l'agent Morrison au FBI. La note disait « Si quelque chose m'arrive, diffusez ça à chaque média du pays ». Puis il rentra et serra Emma pendant qu'elle dormait, pensant à quel point il avait été près de la perdre, à combien d'autres parents avaient perdu leurs enfants face à ces monstres. Le lendemain, il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Mackenzie, ici Salvatore Bryant. Je représente Herman Savage. Mon client aimerait vous parler. Dites à votre client d'aller en enfer. Monsieur Mackenzie, s'il vous plaît, ce n'est pas une menace. Mon client veut s'excuser, expliquer son côté des choses. Il est prêt à offrir un règlement en échange de... Il n'y a pas de règlement. Votre client va en prison pour le reste de sa vie. Si vous écoutez juste... » Eric raccrocha. 10 minutes plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Un numéro différent. « Monsieur Mackenzie. » Une voix de femme, suave et professionnelle. « Je m'appelle Ingrid Francis. J'appelle au nom d'un groupe de citoyens concernés qui aimeraient résoudre cette affaire discrètement. Nous sommes prêts à vous offrir 5 millions de dollars en échange de votre coopération pour... Qui êtes-vous ? Je représente les familles de plusieurs enfants qui ont fréquenté le programme de Mademoiselle Savage. Ils sont très désolés pour ce qui est arrivé à votre fille. Ils veulent faire amende honorable en me payant pour me taire, en me compensant pour votre traumatisme et en s'assurant que cette affaire soit résolue d'une manière qui ne nuise pas à des innocents. Des innocents, vos clients ont assassiné leurs propres enfants. C'est une accusation grave sans preuve, et faire de telles allégations publiquement pourrait être considéré comme de la diffamation. Eric rit. Vous menacez sérieusement de me poursuivre pour diffamation ? Après ce que vous avez fait, nous vous offrons un règlement généreux, Monsieur Mackenzie.
Je vous suggère de réfléchir attentivement avant de refuser. Je n'ai pas besoin de réfléchir. La réponse est non. Vos clients vont être exposés, chaque un d'eux, et quand j'en aurai fini, tout le monde saura ce qu'ils ont fait. Il raccrocha et appela immédiatement Morrison. Ils viennent d'essayer de m'acheter 5 millions de dollars qui, quelqu'un nommé Ingrid Francis, dit qu'elle représente des familles d'enfants passés par le programme. Ils veulent que je me taise sur ce que j'ai trouvé. Morrison fut silencieux un moment. « Eric, qu'avez-vous trouvé exactement ? Je ne peux pas vous le dire. Pas officiellement. Mais hypothétiquement, si quelqu'un avait des preuves que les clients d'Herman ont assassiné leurs propres enfants pour les faire taire sur des crimes, que ferait le FBI avec cette info ? Hypothétiquement, on aurait besoin de ces preuves pour poursuivre, et si ces preuves étaient obtenues illégalement, elles ne seraient pas admissibles au tribunal, mais elles pourraient nous pointer vers des façons légales d'obtenir les mêmes infos. Vérifiez le bureau à domicile d'Herman. Il y a un classeur, tiroir du bas étiqueté solution permanente. Vous pourriez trouver quelque chose d'intéressant ? On a besoin d'un mandat pour ça. Alors obtenez-en un. Je suis sûr que vous pouvez trouver une cause probable. Eric, obtenez juste le mandat Morrison. Avant que quelqu'un fasse disparaître ce dossier, Morrison dut bouger vite parce que cet après-midi-là, des agents du FBI exécutèrent un mandat de perquisition à la maison d'Herman. Eric observa de plus bas dans la rue tandis qu'ils emportaient des boîtes de documents. Son téléphone sonna. Morrison. Comment saviez-vous pour ce dossier ? Je ne savais pas, j'avais juste un pressentiment, mais je m'en fiche. Eric, ce qu'on a trouvé, bon Dieu, ces gens tuaient leurs propres enfants. Je sais, on va avoir besoin que vous témoigniez sur tout. Le programme, ce qui est arrivé à Emma, tout, je ferai ce qu'il faut. Bien, parce qu'on est sur le point d'inculper 15 personnes de plus. Ça va être la plus grosse affaire de trafic d'enfants de l'histoire de l'État. Faites que ça compte, on le fera. Mais Eric, couvrez vos arrières, ces gens ont beaucoup à perdre. Ils pourraient me faire quelque chose de désespéré. Eric réfléchit à ça après avoir raccroché. Les gens désespérés étaient dangereux. Mais il ne s'inquiétait pas pour lui. Il s'inquiétait pour Emma. Il appela Derek. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-le, j'ai besoin que tu emmènes Emma quelque part en sécurité, hors de l'État, un endroit où ces gens ne peuvent pas la trouver. Tu penses qu'ils s'en prendraient à elle ? Je pense qu'ils ont déjà tué plusieurs enfants. Je ne prends pas de risque. Je connais un endroit, mon cousin a un ranch au Montana. Au milieu de nulle part, personne ne penserait à chercher là. Peux-tu partir demain ? Je la prends à l'aube. Ce soir-là, Eric assit Emma et expliqua qu'elle partait en voyage. C'est comme des vacances. Oncle Derek va t'emmener voir des chevaux et des montagnes. Tu seras en sécurité là-bas ? Pourquoi tu ne viens pas ? J'ai à finir quelque chose ici, mais je viendrai te chercher dès que c'est fait. Je te le promets. C'est à propos de mamie. Ouais, ma chérie, c'est pour m'assurer qu'elle et les gens qui l'ont aidée ne peuvent plus faire de mal à personne. Emma fut silencieuse un moment, puis elle dit « Papa, vas-tu faire quelque chose de mal ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Comme quelque chose que tu n'es pas censé faire pour attraper les mauvaises personnes ?» Eric s'agenouilla à son niveau. « Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Je vais faire tout ce que je peux pour que ces choix soient les bons. »« D'accord, d'accord, mais promets que tu reviendras. Je te le promets. Rien ne me gardera loin de toi. » Après qu'Emma soit partie avec Derek le lendemain matin, Eric sentit le poids de ce qu'il était sur le point de faire. Il avait déjà franchi des lignes « infraction », surveillance illégale. Mais ce qu'il planifiait maintenant était plus gros. Il allait exposer chaque personne impliquée, pas juste au FBI, au monde. Il passa la semaine suivante à compiler des preuves, tout ce qu'il avait rassemblé légalement et illégalement. Il l'organisa en un document complet, names, dates, preuves de crime, connexion entre conspirateurs. C'était 100 pages de témoignages accablants, puis il l'envoya à chaque journaliste qu'il avait contacté, chaque média en Pennsylvanie, et plusieurs publications nationales, sujet la conspiration des tombes d'enfants. Comment l'élite de Pennsylvanie a utilisé un camp de torture pour faire taire leurs propres enfants ? La réponse fut immédiate. Dans les heures, des reporters l'appelaient. Dans la journée, l'histoire était aux nouvelles nationales. Dans la semaine, elle était partout. La réaction publique fut viscérale. Des protestations devant la maison d'Herman, des menaces de mort contre tous les impliqués. Le sénateur d'État démissionna, le PDG fut viré. Les propriétés de l'homme d'affaires local furent vandalisées et les avocats d'Herman appelèrent à nouveau, désespérés cette fois, « Monsieur Mackenzie, s'il vous plaît, si vous acceptez juste de rencontrer mon client… » « Non, il veut confesser, vous dire tout.
Il est prêt à témoigner contre les autres si vous lui parlez. Eric marqua une pause. Pourquoi veut-il me parler spécifiquement? Il dit que vous êtes le seul qui comprendra. Que vous êtes un soldat, que vous savez que parfois les gens font des choses terribles pour ce qu'ils pensent être de bonnes raisons. Il n'y a pas de bonnes raisons pour assassiner des enfants. Juste rencontrez-le. Une conversation. Si vous voulez toujours qu'il pourrisse en prison après ça, tant pis, mais donnez-lui une chance d'expliquer. Eric y réfléchit. Il ne voulait rien donner à Herman, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il des infos qu'Herman pouvait fournir pour aider à s'assurer que tout le monde tombe. D'accord? Une conversation au bureau du FBI avec des agents présents. Demain, merci, Monsieur Mackenzie. Merci. La réunion fut surréaliste. Herman Savage était assis face à Eric dans une salle d'interrogatoire. Paraissant avoir vieilli de 20 ans en un mois, son costume coûteux pendait lâche sur un corps amaigri, ses mains tremblaient légèrement. Morrison et Chun étaient là. Enregistrant tout, « Merci d'être venu », dit Herman. Sa voix était rauque. « Ne me remerciez pas, je suis ici pour vous voir confesser. Je le ferai, je vous dirai tout, mais d'abord, je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas un monstre. J'essayais d'aider les gens. » La mâchoire d'Eric se crispa, en les aidant à assassiner leurs enfants, en les aidant à résoudre des problèmes. Ce n'étaient pas n'importe quels enfants. Monsieur Mackenzie, ils étaient en difficulté, dangereux même. Ils savaient des choses qui pouvaient détruire des familles, des carrières, des vies. Leurs parents venaient à moi désespérés, et je fournissais une solution. Vous fournissiez une sentence de mort? Pas toujours. La plupart des enfants survivaient. Ils passaient par le programme, apprenèrent la discipline et sortaient meilleurs. Ceux qui sont morts, c'était des accidents. Myrtle était censée être prudente, mais elle s'est emportée. Eric frappa la table du poing. Elle enterrait des enfants vivants. Elle les affamait, elle les battait. Je sais, et j'aurais dû arrêter ça. Mais quand j'ai réalisé jusqu'où c'était allé, j'étais trop impliqué. Les parents étaient des gens puissants. Ils m'auraient détruit si je les avais exposés. Alors, vous avez laissé continuer. Vous avez laissé plus d'enfants mourir pour vous sauver. Le visage d'Herman s'effondra. J'ai fait une erreur. J'étais faible et effrayé et cupide. Et je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Désolé ne ramène pas ses enfants. Je sais, c'est pourquoi je veux témoigner. Je dirai tout au FBI. Qui était impliqué? Qui savait quoi? Qui a payé pour les solutions permanentes? Tout. Je m'assurerai que tout le monde tombe en échange de quoi? Sentence réduite. Protection en détention. Je suis un juge, Monsieur Mackenzie. Je sais ce qui arrive à des gens comme moi en population générale. Eric regarda Morrison. Cet accord est sur la table. Ça dépend de ce qu'il nous donne. Si ces infos mènent à des condamnations des autres, on pourrait recommander une sentence réduite. Eric se tourna vers Herman. Combien d'enfants sont morts? 7 que je sais avec certitude, mais il y en a peut-être plus. Myrtle gardait certains registres hors livre. Où sont ces registres? Intéresse. Littéralement, sur la propriété. Il y a une remise derrière, sous les planches du sol. Morrison était déjà au téléphone. Envoyez une équipe à la propriété Savage, remise nord-ouest. Arrachez les planches du sol. Eric fixa Herman. Vous saviez qu'il y avait plus de corps, et vous n'avez dit à personne. J'avais peur. Vous êtes pathétique, un lâche qui a laissé des enfants mourir pour se protéger. Vous ne méritez pas un accord? Vous méritez de pourrir, s'il vous plaît. Monsieur Mackenzie, j'ai une conscience, je vis avec ça tous les jours. Vous savez avec quoi est ma vie tous les jours? Des cauchemars, de la peur, le souvenir d'être debout dans un trou par un froid glacial en pensant qu'elle allait mourir. Vous avez fait ça? Vous et votre sœur et tous vos clients riches qui valorisèrent leurs secrets plus que la vie de leurs enfants. Eric se leva. Donnez tout au FBI. Chaque nom, chaque détail. Peut-être que ça vous achètera quelques années de moins, mais rien ne vous achètera la rédemption. Vous mourrez en sachant que vous avez assassiné des enfants. Il sortit. Morrison le rattrapa dans le couloir. C'était dur. C'était honnête. Eric respira. Avez-vous ce qu'il vous fallait? Ouais. Il nous donne des noms qu'on n'avait pas. Avec son témoignage, on peut poursuivre au moins une douzaine de personnes de plus. Ça va être énorme. Eric. Bien, assurez-vous que ce soit le cas. Assurez-vous que tout le monde sache ce que ces gens ont fait. Au cours du mois suivant, les arrestations continuèrent. Le sénateur d'État, le PDG, l'homme d'affaires. 3 autres parents qui avaient payé pour des solutions permanentes. Un médecin qui avait falsifié des certificats de décès, 2 officiers de police qui avaient couvert des enquêtes. La couverture médiatique était implacable.
Chaque jour apportait de nouvelles révélations. Le public était horrifié et outragé. Des politiciens appelaient à des réformes. Des organisations de bien-être enfantin exigeaient des enquêtes. Et pendant tout ça, Eric attendait au Montana avec Emma et Derek, observant de loin tandis que la conspiration s'effondrait. « Quand peut-on rentrer à la maison ?» demanda Emma un soir, assise près de la cheminée dans la maison du ranch du cousin de Derek. « Bientôt, ma chérie. Quand ce sera sûr, est-ce que ce sera jamais sûr ?» Eric la serra contre lui. « Oui, parce que tous les mauvais gens vont en prison et ils ne feront plus de mal à personne. »« Promise here, je te le promets. » Mais cette nuit-là, après qu'Emma soit endormie, Eric reçut un appel de Morrison. « On a un problème. » « Quel genre de problème ?» « 2 des parents qu'on a arrêtés ont payé leur caution. Edward Carlson et Alberto Drew. Tous les deux très riches, très connectés, et tous les deux ont disparu. Eric sentit une peur froide. Disparu. Fuis les pays. On pense ? Interpol les cherche. Mais Morrison marqua une pause. Eric, ces types savent que vous êtes celui qui les a exposés. Ils savent que Emma est le témoin qui a lancé tout ça. Je pense qu'ils pourraient essayer de se venger. Laissez-les essayer. Je suis sérieux. Ce sont des hommes désespérés avec rien à perdre. Vous devez rester au Montana jusqu'à ce qu'on les attrape. Combien de temps ça pourrait prendre ? Des jours ? Des semaines ? Peut-être des mois s'ils sont malins ? Eric regarda la porte de la chambre d'Emma. J'y reste. Mais Morrison, trouvez ces hommes, trouvez-les et ramenez-les. On le fera. Mais 3 semaines passèrent sans signe de Carlson ou Drew. Emma devenait agitée, manquant ses amis et son école. Eric devenait fou, incapable de faire autre chose qu'attendre. Puis Derek vint à lui avec des nouvelles. J'ai creusé un peu, hors livre. J'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Carlson et Drew n'ont pas fui en Europe ou Amérique du Sud. Ils sont toujours aux US et je pense savoir où. Où ? La famille de Carlson possède une propriété en Alaska, remote, hors réseau. Endroit parfait pour se cacher pendant que leurs avocats travaillent à faire tomber les charges. Les charges ne tomberont pas. Non, mais leurs avocats sont bons. Ils pourraient traîner ça pendant des années. Pendant ce temps, ils vivent libres dans la nature. Eric sentit la colère surgir. Ce n'est pas la justice. Non, ce n'est pas. Ils se regardèrent. Une compréhension passa entre eux. Si quelqu'un les trouvait, dit Eric lentement, quelqu'un qui n'est pas lié par la juridiction du FBI ou des contraintes légales, quelqu'un qui pourrait les persuader de se rendre, hypothétiquement, ce quelqu'un devrait être très prudent. Ces types sont dangereux. Ce quelqu'un est un ranger. Dangereux, c'est sa spécialité. Derek sourit. Quand partons-nous ? Demain. Mais Emma reste ici. Ils volèrent en Alaska, puis prirent un avion de brousse jusqu'à la région remote où se trouvait la propriété de Carlson. Le pilote les déposa à 16 km des coordonnées que Derek avait trouvées. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda le pilote. « On est sûr. Ramassez-nous ici dans 3 jours. » La randonnée fut brutale. Forêt dense, montagneux, rivière. Mais Eric avait fait pire en Afghanistan. C'était juste une autre mission. Ils trouvèrent la propriété le 2e jour. Une grande cabane près d'un lac. Panneaux solaires sur le toit. Fumée montant de la cheminée. 2 véhicules garés dehors. « Ils sont là !» confirma Derek. Regardant aux jumelles, Eric étudia le terrain. « On y va la nuit ? Non létale. Les retenir ? Appeler Morrison ? Attendre l'extraction. Et s'ils résistent ? Alors on les fait ne pas résister. » Ils attendirent jusqu'à 2 heures du matin. La cabane était sombre. Eric et Derek approchèrent de différents angles en utilisant des lunettes de vision nocturne. Les portes n'étaient pas verrouillées. Ces hommes se sentaient en sécurité ici. Loin de la loi, Eric entra le premier. Se déplaçant silencieusement, il trouva Carlson dans une chambre, endormi, un mouvement rapide, et Carlson était sur le ventre avec les mains attachées derrière le dos avec des liens zip. « Quoi ? Ta gueule !» La voix d'Eric était froide. « Fais un bruit et je t'assomme. » Carlson se tout. Derek avait Drew dans le salon. Aussi retenus, ils assirent les 2 hommes sur le canapé. « Vous savez qui on est ?» demanda Eric. « Vous êtes Mackenzie ?» dit Drew. « Le soldat ? Vous êtes celui qui a tout ruiné. Je suis celui qui vous a exposé pour avoir assassiné vos enfants. Ce n'est pas la même chose. On n'a tué personne. Si vous l'avez fait, vous avez envoyé vos enfants se faire torturer et tuer parce qu'ils connaissaient de vos secrets. Parce que vous valorisiez vos réputations plus que leur vie. » Carlson prit la parole. « Mon fils allait me détruire. Il avait trouvé des preuves de mes adultères, de mes crimes financiers. Il allait me dénoncer. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. » Eric se pencha près. «
Vous avez choisi mal et maintenant vous allez payer pour ça. Vous ne pouvez rien prouver. Nos avocats nous sortiront de là. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le FBI a Herman. Ils ont les relevés financiers, ils ont les corps. Vous allez en prison pour le reste de vos vies. On verra, dit Drew. On a des ressources, des amis haut placés. Plus maintenant, tout le monde vous abandonne. Le sénateur a déjà plaidé coupable. Le PDG coopère. Vos amis sont des rats fuyant un navire qui coule. Eric sortit un téléphone satellite. Maintenant, vous allez faire un choix. Vous pouvez vous rendre volontairement et peut-être obtenir un accord, ou je peux vous traîner menotter. De toute façon, vous rentrez, et si on refuse, demanda Carlson. Eric sourit. C'était le même sourire qu'il donnait aux combattants ennemis qui se croyaient durs. Alors je vous ferai regretter d'avoir fui. Je ne suis pas un flic. Je ne suis pas lié par les mêmes règles et je ne vous aime vraiment pas. Il laissa ça s'imprégner, puis il ajouta « Mais voilà, je ne veux pas vous blesser. Je veux que vous affrontiez la justice. Je veux que vous alliez au procès et soyez condamnés et passiez le reste de vos vies à penser à ce que vous avez fait. C'est la vraie punition, c'est ce que vous méritez. » Carlson et Drew se regardèrent, puis Carlson dit « Quel genre d'accord ? Témoigner contre tous les impliqués, chaque nom, chaque crime, chaque détail. En échange, peut-être que vous obtenez 20 ans au lieu de la perpétuité. Ce n'est pas un super accord, c'est plus que vous méritez, c'est plus que ce que vos enfants ont eu. Silence. » Puis Drew hocha la tête. « D'accord, on se rend, mais on veut ça par écrit. Appelez Morrison vous-même, dites-lui où vous êtes. Il arrangera le transport et un accord de plaidoyer. » Eric tendit le téléphone satellite à Drew, regarda pendant qu'il passait l'appel, regarda ces deux hommes qui pensaient être au-dessus des lois se rendre. Le FBI les extraya. 2 jours plus tard, Eric et Derek observèrent de loin tandis que des hélicoptères emportaient Carlson et Drew. « Mission accomplie », demanda Derek. « Pas encore, pas tant qu'ils ne sont pas tous condamnés et enfermés. Tu sais, ils pourraient ne pas tous aller en prison. Bons avocats. Détails techniques, accords. Alors je m'assurerai qu'ils souffrent d'autre façon. Ces gens ont détruit l'enfance d'Emma. Ils ont assassiné des enfants. Ils ne s'en tirent pas comme ça. Ils volèrent de retour au Montana. Emma attendait et courut dans les bras d'Eric. « Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Tellement. On peut rentrer à la maison maintenant ?» Eric regarda Derek, qui hocha la tête. La menace immédiate était partie. Carlson et Drew étaient en garde à vue. Les autres étaient trop effrayés ou trop ruinés pour fuir. « Ouais, on peut rentrer. » Ils retournèrent en Pennsylvanie 1 semaine plus tard. La maison semblait vide sans Brenda. Mais Emma n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle était juste heureuse d'être de retour dans sa chambre avec ses affaires. Eric l'inscrivit dans une nouvelle école plus loin de la ville. Nouveau départ. Nouveaux amis qui ne connaissaient pas le scandale. Thérapie 2 fois par semaine pour l'aider à traiter le traumatisme. Et lentement, douloureusement, ils construisirent une nouvelle vie. Le procès commença 6 mois après le sauvetage d'Emma. Myrtle fut la première. Le procureur présenta un dossier accablant. Preuves physiques des tombes. Témoignages d'enfants survivants. Relevés financiers prouvant que c'était une entreprise criminelle. La défense de Myrtle essaya de prétendre qu'elle aidait des enfants en difficulté, que les morts étaient accidentelles, qu'elle avait été pressurée par son frère Herman. Le jury n'acheta pas. Coupable sur tous les chefs, 4 peines de perpétuité consécutives sans libération conditionnelle. Le procès d'Herman fut le suivant. Ses avocats essayèrent de le peindre comme une victime de la manipulation de sa sœur, mais avec son propre témoignage sur l'arrangement de solutions permanentes, c'était sans espoir. Coupable. Perpétuité sans libération conditionnelle. Christina Slaughter écopa de 20 ans pour conspiration et obstruction. Ken Poca, l'adjoint. Kinsey, Christy North, la superviseure. 10. Le procès de Brenda fut le plus dur pour Eric à regarder. Elle avait l'air petite et brisée sur le banc, pleurant en décrivant comment elle avait été désespérée pour de l'argent. Comment elle avait cru les mensonges de sa mère sur l'aide aux enfants. Le procureur n'était pas sympathique. Il montra au jury des enregistrements de Brenda vantant le programme aux parents, décrivit les 100 000 $ qu'elle avait gagnés, détailla la souffrance des enfants qu'elle avait envoyés. Emma n'assista pas au procès, elle était trop jeune. Et les avocats convinrent que son témoignage par dépôt vidéo était suffisant, mais Eric était là tous les jours, regardant la mère de son enfant être condamnée pour conspiration à abus d'enfant. 5 ans. Elle en servirait au moins 3 avant éligibilité à la libération conditionnelle. Les procès des autres parents traînèrent encore 1 an. Carlson et Drew,
fidèles à leurs paroles. Témoignèrent, contre tout le monde, le sénateur d'État écopa de perpétuité, le PDG 30 ans, l'homme d'affaires 25. Au total, 23 personnes furent condamnées en lien avec la conspiration New Beginnings. Des centaines d'années de prison cumulées, des millions en restitution aux familles des victimes. Mais pour Eric, la vraie victoire était de voir Emma guérir. Lentement, les cauchemars s'estompèrent, elle recommença à sourire, à faire des blagues, à jouer avec des amis. Elle était toujours affectée par ce qui s'était passé, le serait probablement toujours, mais elle survivait, s'épanouissait même. 2 ans après le sauvetage, Eric était au tribunal familial pour l'audience finale. La juge, une femme qui avait revu toutes les preuves, tous les témoignages, le regarda lui et Emma. « Monsieur Mackenzie, vous avez fait un travail admirable en élevant votre fille dans des circonstances extrêmement difficiles. Le tribunal trouve que vous êtes un parent apte et aimant. Les droits parentaux de Madame Mackenzie sont par la présente terminés de manière permanente. La garde complète est accordée à vous. » Emma serra sa main. « Ça veut dire que maman ne peut pas me reprendre. »« Jamais, » dit Eric. « Tu es à moi pour toujours ?» Ce soir-là, ils firent une petite fête à la maison. Pizza, glace. Un film, juste 2, comme ça l'avait été pendant 2 ans maintenant. « Papa ?» demanda Emma pendant le film. « Ouais, ma chérie, merci de m'avoir sauvé. » Eric la serra contre lui. « Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les papas. Pas tous les papas. Certains de ces papas étaient les mauvais. Je sais, et je suis désolé qu'il n'ait pas eu quelqu'un pour les protéger. Mais tu as fait en sorte que les mauvais soient punis. Tu as fait en sorte qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. J'ai essayé. Tu as fait plus qu'essayer. Tu as gagné. » Eric réfléchit à ça. Il avait gagné. Oui, mais à quel prix? Son mariage était fini. Sa fille était traumatisée. Des familles étaient détruites. Des vies perdues. Mais Emma était vivante. Elle guérissait. Elle était en sécurité. Et les gens qui l'avaient blessée étaient enfermés pour toujours. Peut-être que c'était assez. Peut-être que c'était la victoire. 5 ans plus tard, Eric était dans le jardin de leur nouvelle maison, un endroit plus petit, dans un meilleur quartier, plus près de l'école d'Emma. Elle avait 12 ans maintenant, grande et confiante. Capitaine de son équipe de soccer, les cauchemars étaient rares, la thérapie avait marché, elle allait bien aller. Donald Gillespie vint pour un barbecue, comme il le faisait tous les mois environ. Ils étaient devenus de proches amis après tout ça. Don avait pris sa retraite de la police, citant la désillusion avec le système qui avait laissé les Savages opérer si longtemps. « Comment va-t-elle » demanda Don, regardant Emma jouer avec le chien des voisins. « Bien, super. En fait, excellentes notes. Beaucoup d'amis. Heureuse? On ne devinerait jamais. Mais toi? Tu sais, ouais, je sais. » Eric retourna un burger. « J'ai reçu une lettre de Brenda la semaine dernière. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle est désolée, qu'elle est sobre depuis 2 ans, qu'elle veut voir Emma quand elle sort? Quand est-ce? L'année prochaine, si elle obtient la conditionnelle, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais le dire à Emma, la laisser décider. Elle est assez grande maintenant pour faire ce choix. » Don hocha la tête. C'est juste, ils mangèrent en silence confortable un moment, puis Don dit « Tu sais, je pense à ces enfants parfois, ceux qui n'ont pas réussi, Sarah, Marcus, les autres. Je me demande ce qu'ils feraient maintenant s'ils avaient vécu. Moi aussi. Tu as bien fait? Eric, tu as fait en sorte que leur mort signifie quelque chose. Tu as fait en sorte que personne ne puisse ignorer ce qui s'est passé. Ça ne les ramène pas. Non, mais ça a empêché que ça arrive à plus d'enfants. Ça vaut quelque chose? Eric regarda sa fille riant, en santé et vivante. Ouais, ça vaut... Cette nuit-là, après le départ de Don et qu'Emma soit endormie, Eric s'assit sur le porche avec une bière, pensant aux 5 dernières années, les procès, les condamnations, la lente reconstruction de sa vie. Il pensa à Myrtle, pourrissant dans une prison de haute sécurité, à Herman, qui avait été attaqué par d'autres détenus et avait perdu l'usage de son œil gauche, à Brenda, qui avait écrit des lettres mensuelles auxquelles Eric répondait rarement. Il pensa aux parents qui avaient envoyé leurs enfants mourir. Certains étaient en prison, certains avaient tout perdu. Même sans condamnation, tous porteraient la honte pour le reste de leur vie. Et il pensa aux enfants, les 7 qui étaient de morts, les dizaines qui avaient survécu mais étaient de marqués, Emma, qui avait été à des heures de devenir une autre statistique, la justice avait été servie, les coupables punis, la conspiration exposée et détruite. Mais Eric connaissait la vérité, ça arriverait à nouveau ailleurs, différents noms, différents endroits, même mal.
Des gens qui valorisaient l'argent et le pouvoir plus que les vies d'enfants. Des gens qui pensaient être intouchables. Son boulot était de s'assurer qu'Emma soit prête pour un monde comme ça, de lui apprendre à être forte, intelligente, à combattre le mal sous toutes ses formes. Elle était déjà bien partie. Intelligente, dure, compatissante. Elle faisait du bénévolat dans un refuge pour enfants maintenant, aidant des gamins qui avaient vécu des traumatismes. Elle disait que ça l'aidait à traiter ses propres expériences. Eric était fier d'elle. Plus fier qu'il ne l'avait jamais été de quoi que ce soit accompli dans l'armée. Son téléphone vibra, un message de Derek. Vu les nouvelles, une autre affaire d'abus d'enfants en Ohio. Installation similaire. Pensais que tu devrais savoir. Eric fixa le message longtemps, puis il répondit « Envoie-moi les détails, parce que la justice n'était jamais finie. Le mal n'était jamais complètement vaincu, mais quelqu'un devait s'y opposer. Quelqu'un devait combattre pour les enfants qui ne pouvaient pas se défendre seuls. Et Eric Mackenzie serait toujours ce quelqu'un. Il l'avait prouvé une fois. Il le ferait à nouveau s'il le fallait. Pour Emma, pour Sarah, pour tous les enfants qui méritaient bien mieux que ce que le monde leur avait donné. Il avait gagné cette bataille. Il gagnerait la suivante aussi. Il gagnait toujours. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.